Ah non, ça c'est la fin. Pour vous parler de l'œuvre de Gustave Courbet, voilà comment ça a commencé. Nous voici aujourd'hui réunis pour vous dire pourquoi j'aime les lasagnes. Cette œuvre? Oui, j'aime cette œuvre parce qu'il y a un petit garçon, et puis il y a des chiens, des chats, et puis il y a des messieurs, il y a des madames... Attends, c'est quoi ça? Quoi ça? Bah là, regarde. Où là? Et tu vois pas les tétons? Ah ouais, donc toi tu trouves ça complètement normal qu'au milieu de tous ces gens, il y ait une nana à poil qui monte ses tétons? Non mais là c'est une image, elle est là pour représenter la femme muse, nue comme la vérité. En fait, le peintre Gustave Courbet a souhaité représenter une métaphore. C'est clair qu'il est méga fort. Une métaphore, c'est une image. Donc dans son tableau, l'atelier du peintre... Il n'y avait pas beaucoup de lumière. Quoi? De lumière. Ah oui, tu vois bien comme il galère la Courbet à faire sa peinture. Il est tout courbé sur sa toile. Non, en même temps c'est pas sa faute. T'as vu, les plafonds sont super hauts. Les mecs ils devaient galérer à changer les ampoules. Les ampoules? L'invention des ampoules c'est en 1878. D'ailleurs 1 an après la mort de Gustave Courbet. Attends, comment tu sais ça toi? C'est ma mère qui m'a dit. Ok, il est né quand Gustave Courbet? En 1819. Ouais, ben peu importe, il manquait quand même vachement de lumière. Non, mais ça c'est juste une impression. Gustave Courbet avait pour habitude au préalable de peindre toutes ses toiles en noir et de revenir petit à petit vers des tons plus clairs. Peu importe, tu vois bien comme Baudelaire galère à lire son livre. Baudelaire? Est-ce que t'as lu Baudelaire toi? Là tu vois bien, il est assis sur sa table. Et comment tu sais que c'est Baudelaire? Bah, à ton avis, t'en connais beaucoup des mecs à cette époque qui savaient lire des livres? Ouais, notamment certains présents sur la toile. Brouillard, Champfleury. Bref, comme je disais, l'allégorie de l'atelier du peintre... Attends, tu cherches à m'embrouiller? Je croyais que c'était une métaphore. Non, c'est la même chose. Une allégorie, c'est comme une métaphore, mais avec plusieurs images. Donc, tous les personnages présents dans cette œuvre ont joué un rôle essentiel dans la vie de Gustave Courbet. À droite, les personnes qu'il connaît personnellement. À gauche, le peuple en général. Et lui, au centre, médiateur de ces deux mondes. Bon, il faut savoir que très peu de peintres se sont jusque-là représentés au centre de leurs œuvres. Avec sa femme, son fils et son chat. Non, ça, je t'avais déjà expliqué. Enfin, c'était des symboles. Tu cherches à m'embrouiller, en fait. Tu changes de mot à chaque fois? Non, ces personnages étaient là en tant que figure de bienveillance. Pour conclure, voici comment Gustave Courbet décrivait son œuvre. C'est ma manière de voir la société, dans ses intérêts et ses passions. Nul. Ah ouais? Et toi, je suis sûre que tu sais même pas pourquoi, à côté de Baudelaire, il y a un vide. Faut peut-être que je demande à ma mère. Quand on y regarde de plus près, on y voit une femme. C'était la muse de Baudelaire. Après une déchirante rupture, il a demandé à Gustave Courbet de la faire disparaître. Le peintre s'est exécuté. On peut encore voir les contours de la femme, comme gommés, effacés du tableau. C'est très intéressant. Voilà, c'était notre coup de cœur pour l'atelier du peintre de Gustave Courbet. Une œuvre présente au musée du Louvre depuis 1920. C'est bon, ça y est? T'as tout dit? T'as fini? Merci et à bientôt. Dis-moi, on n'avait pas dit que c'était moi qui devais terminer la vidéo normalement? Si. Voilà, ça c'est la fin. Ah, au fait, le tableau, il est au musée d'Orsay. C'est pas ce que m'a dit ta mère. Bonjour, je suis Jean-Pierre. J'aimerais vous parler du tableau Le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. J'aime cette œuvre et je vous en parle. Si 2 mots me viennent à l'esprit quand je regarde ce tableau... À table! À table, j'ai dit, et tout de suite, sinon tu vas manger dehors. Bonjour, je suis Jean-Pierre. J'aimerais vous parler du déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime cette œuvre et je vous en parle. Édouard Manet. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas dit Mamet, j'ai dit Manet. Ah! Eh bien pourquoi tu m'appelles alors? Édouard Manet, à ne pas confondre avec Monet. Quelle monnaie? Je te l'ai rendu ta monnaie ce matin quand je suis rentré du pain. Bonjour, je voudrais vous parler d'un tableau que j'adore, La Mélancolie, de Lucas Cranach l'Ancien. La première fois que j'ai vu ce tableau, je n'ai pas ressenti la même chose que la deuxième fois où j'ai vu ce tableau. Pourquoi? Permettez-moi. Parce que la première fois, j'étais trop près du tableau et je n'ai pas pu apprécier la composition, les éléments, où il se situait exactement et ce qu'a voulu nous dire l'artiste. Donc un petit conseil de passionné, quand on regarde une œuvre comme La Mélancolie, rien ne sert de se mettre trop près ou trop loin, il faut trouver le bon angle.
Bonjour les passionnés de culture, bonjour les passionnés de peinture. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'autoportrait de Quentin de la Tour. À la fin de mon exposé, qui sera court je vous rassure, je me permettrai de vous raconter une anecdote que peu de... Bonjour, je suis Jean-Pierre. Je vais vous parler de La descente de croix de Paul Rubens. J'aime cette œuvre, alors je vous en parle. Dans cette œuvre, le maître a placé 8 personnages importants aux yeux de tous, comme si chacun de nous devait aussi ressentir la lourdeur du poids. Bonjour les amis, c'est en direct des couloirs du Louvre que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de Madame Vigée-Lebrun et de sa fille. Excusez-moi monsieur, ce n'est pas parce que vous avez une autorisation spéciale pour vous balader dans les couloirs que vous ne devez pas respecter les normes d'hygiène, merci. Bien sûr. D'une œuvre majeure. Oh! Bonjour, je m'appelle Amandine et j'aime cette œuvre de l'artiste impressionniste Berthe Morisot intitulée Le Berceau. L'huile sur toile mesure 46 cm de long pour 56 cm de haut et elle est exposée au musée d'Orsay. L'artiste peint cette œuvre en 1872, alors âgée de 31 ans. Une jeune mère veille le sommeil de son nouveau-né endormi dans un grand berceau blanc. La toile est petite, mais le sujet est colossal, c'est celui de la maternité. La jeune mère peinte, c'est Edma, la sœur de Berthe, et le bébé, c'est Blanche. La nièce sera d'ailleurs un modèle récurrent dans toute l'œuvre de l'artiste. Le berceau blanc est de profil tête à droite. Il s'étend sur la largeur basse d'un bord à l'autre. Le bébé y est endormi, paisible. Blanche porte un pyjama blanc, dort sur un oreiller blanc et est recouverte. Oui, j'arrive. Et elle est recouverte par un drap blanc. Une tige métallique est plantée à la tête du berceau. Et sur l'extrémité haute en spirale est fixé un voile blanc transparent tombant de part et d'autre du petit lit. À gauche, la mère est assise de profil derrière le berceau au bord duquel elle s'accoude. Elle pose son visage dans la paume de sa main gauche. Le bébé emprunte la même pose. Son bras droit est relevé près de sa tête en miroir de sa mère. Edma scrute l'enfant intensément. Et la question qu'on peut se poser, c'est... Maman, que signifie ce regard sur le bébé? Edma entortille le voile du berceau, le tendant légèrement, comme pour mettre à distance les spectateurs. Ce que j'aime dans les peintures de Berthe Morisot, c'est la prouesse avec laquelle elle restitue la réalité des personnes. Elle peint l'éclat de la beauté intérieure de ses sujets, leur pétillement. Elle lie l'univers, la matière et les êtres dans un grand tout en osmose. Dans la majeure partie de ses œuvres, l'artiste représente des femmes. Alors qu'à la fin du XIXe siècle, leurs destins sont largement dédiés aux tâches domestiques, Morisot bouscule les codes, en représentant des femmes en lien avec l'art et en posant sur elles un regard profondément aimant. Non seulement Morisot s'est imposé en tant que peintre impressionniste dans un milieu exclusivement masculin, mais en plus, elle a affirmé des subtilités dans le courant pictural qui font que son trait est reconnaissable entre mille. Voilà pourquoi j'aime cette œuvre. Bonjour, je m'appelle Gaëlle et je vais vous présenter une œuvre qui s'intitule La Madeleine pénitente de Georges de la Tour, tableau qui se trouve au musée du Louvre. Indice pour trouver l'époque de Georges de la Tour. Il est contemporain de Molière, c'est une époque très marquée par la morale. Quelle est cette époque?
la première moitié du XVIIe siècle. Bravo. L'œuvre date d'ailleurs de 1640-1645. Georges de la Tour nous offre une représentation tout à fait atypique de Marie-Madeleine, à savoir qu'il nous offre une Marie-Madeleine brune, qui est de profil. Elle n'est absolument pas représentée en blonde sulfureuse. Elle est assise devant une table où se trouve la corde de la rédemption sur une croix, des livres, ainsi qu'une bougie. Sur ses cuisses repose un crâne qu'elle caresse de la main droite. On est dans un univers très dépouillé. Toute l'attention du spectateur vient faire le focus sur le sujet représenté, puisque le fond est bouché, c'est-à-dire un fond où il n'y a aucun décor. La lumière émane de la flamme d'une bougie. C'est un clair-obscur qui est très ténu, très tamisé. Rien à voir avec le clair-obscur du Caravage qui, tel la lame d'un couteau, vient trancher l'ombre de la lumière sans nuance. Chez Georges de la Tour, nous sommes plutôt conviés à voir la scène par le trou de la serrure, avec un jeu d'apparition et de disparition. Quid du crâne disposé sur les cuisses de Marie-Madeleine? Le crâne fait partie du registre dit des vanités, c'est-à-dire une manière plastique et symbolique de nous montrer le temps qui passe. C'est un memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cela ne sert à rien d'accumuler des biens terrestres et matériels puisque nous allons mourir. Écho saisissant à la période actuelle de confinement où nous sommes tous invités à ce face-à-face avec nous-mêmes, à vivre le moment présent et à être plus dans l'être que l'avoir. Sachez que cette fameuse peinture de Georges de la Tour a été reprise pour une campagne publicitaire pour la collection automne-hiver 2011-2012, campagne publicitaire pour les chaussures, pardon, le soulier, le fameux soulier à semelle rouge de Christian Louboutin. Idée assez ingénieuse que de mettre en scène le soulier comme une vanité contemporaine qui va nous aider à ce fameux repentir d'avoir succombé à la tentation de cet achat aussi fascinant qu'indécent. Enfin, on peut dire que cette œuvre trouve un écho avec notre introspection en tant que spectateur, puisqu'elle nous invite à une certaine réflexion philosophique. On peut d'ailleurs reprendre à ce titre la définition que donne André Comte-Sponville de la philosophie, à savoir philosopher, c'est vivre sa pensée et penser sa vie. N'oubliez pas, l'art sauve.